Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo assez particulière, vidéo musique. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Olivier qui va vous présenter un bestiau les amis. Je connaissais pas du tout, à vrai dire, je peux pas tout connaître hein. Et là il y a quelques secondes, il m'a fait la démonstration et j'ai dit n'attendons pas, allons-y. Mon Olive, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne une nouvelle fois, Lucas. Eh Ça me ben, fait très plaisir. avec très grand plaisir, c'est trop cool. Dis-moi, tu vas nous parler aujourd'hui d'un bestiau, non pas qui va dans la marmite hein, aujourd'hui, mais plutôt... Ah non. Eh ben non, pas de marmite aujourd'hui. Donc on est parti sur un petit clavier qui n'est pas du tout impressionnant par sa taille ni par son prix, aux alentours des 160 €, donc ça reste voilà, très raisonnable, surtout au vu de tout ce qu'il propose. Mais par contre, justement, au niveau fonctionnalité, là, on est servi. Et accessible en plus de ça, donc ça, c'est vraiment appréciable. Excellent. Bah moi ce que je te propose tout de suite, c'est d'attaquer une présentation physique du matériel, et après tu nous expliques le fonctionnement avec Logic, et après je te laisse faire. Hein. Ok, exactement. Alors, présentation du clavier. On commence par la face arrière. On a le petit interrupteur marche-arrêt, une prise dans laquelle on peut brancher un adaptateur secteur, la prise USB carré habituelle pour relier le clavier à un ordinateur, par exemple. On peut aussi alimenter le clavier par cette prise USB, très pratique si vous voulez l'utiliser avec une tablette ou si vous avez besoin de le brancher sur un synthé physique. Ensuite, on a un connecteur 635 pour brancher la pédale d'expression. Alors ensuite, il y a le fameux duo entrée-sortie MIDI en mode DIN. Deux prises jack 3,5 mm pour une synchronisation de l'horloge ou des données MIDI en jack. 3 sorties CV qui permettent d'être reliées par exemple à un système modulaire. Et 2 petits interrupteurs qui permettent de régler le comportement MIDI du clavier, s'il est en internal, en external. Donc ça c'est tout ce qu'il y a pour la face arrière du clavier. Maintenant on va passer à la face du dessus, on va partir de la gauche. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, avant je suis parti tout à droite et je suis revenu vers la gauche. Donc là je pars à l'inverse, de gauche à droite. Il y a un petit interrupteur switch. Je ne sais pas si vous l'entendez là, ce petit interrupteur switch, il permet de passer du mode séquenceur au mode arpégiateur. Ensuite, il y a 4 boutons rotatifs. Le premier va permettre, quand on est en mode séquenceur, vous entendez les petits crans là derrière ma voix. Donc quand on est en mode séquenceur, ça permet de changer de séquence. Et lorsqu'on est en mode arpégiateur, ça permet de modifier le sens de l'arpège. Ensuite, vous avez un deuxième bouton cranté qui va vous permettre de choisir le tempo quand on est en mode séquenceur ou arpégiateur d'ailleurs, de passer d'un tempo à l'autre avec des tempos qui sont déjà pré-réglés, d'abord par 8, par 16, par 32, en triolet, enfin voilà, donc tout ça est complètement expliqué dans la notice, c'est ça qui est super avec Arturia, je vous conseille vraiment, la notice est très très claire. Ensuite vous avez un potard non cranté qui lui va permettre de régler le tempo, voilà, on va dire de manière plus précise, sans qu'il y ait de saut de tempo, on va dire. Après vous avez un premier bouton qui est un tap tempo et qui aura d'autres fonctions que je vais vous expliquer ensuite. Les 3 boutons de transport, celui qui est à gauche pour enregistrer, stop, et tout à droite qui est un bouton en forme de flèche qui, on va dire, correspond au bouton play pause. Un petit écran dont on ne servira pas nous forcément puisqu'on ne voit pas. Il donne des indications, certes, qui sont utiles, mais on n'est pas handicapé si on n'a pas accès à ces indications. Vous avez, par exemple, le tempo d'indiquer. Bon, c'est vrai que ça peut être pratique de le savoir, mais tant pis, on peut pas. Et puis, quand on change les banques de communication CC, que je vous expliquerai tout à l'heure, eh bien, là, ça nous indique dans quelle banque on est. Mais bon, après, à l'oreille, on arrive à se débrouiller. Ensuite, il y a un bouton corde qui a 2 fonctions, qui permet de switcher entre, justement, le mode accord et le mode de contrôle CC. Alors, ensuite, on a 4 boutons rotatifs qui sont des boutons qui ont 2 fonctions. Lorsqu'on est en mode corde, ça permet de régler l'utilisation des accords, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et lorsqu'on est en mode CC, ça permet justement de déclencher dans un logiciel ou sur un synthé externe différentes fonctions du synthé via les boutons du keystep. C'est impressionnant en fait ce que tu nous dis là, mon Olive, parce que si moi je comprends bien, et vous avez compris, je sais pas trop de quoi je parle, Olive m'a parlé de cette bestiole, il m'a dit oh il faut que tu attendes, il faut qu'on fasse une vidéo, je ne sais pas trop, mais si j'ai bien compris, c'est un matériel
en somme assez sommaire dans sa présentation, etc., mais qui permet de faire beaucoup de choses. Oui, oui, tu as raison, c'est très complet, tu vois, et puis en plus de ça, ça a beau être un petit clavier, c'est un clavier qui fait vraiment professionnel, hein. Moi, je l'utilise au quotidien, hein. Ouais, je l'utilise quasiment tout le temps. Et puis c'est un clavier qui va très bien aussi pour du live, en complément d'un plus grand clavier, évidemment, puisque ce Ouais, sont c'est ça. 37 mini-touches, Eh hein. oui, Donc, c'est ça. on va pas faire du Rachmaninoff dessus, mais par contre, pour déclencher des actions, notamment avec le séquenceur ou avec l'arpégiateur, c'est hyper pratique. Ouais, en fait, Et puis vous allez voir, on peut piloter plusieurs claviers en switchant d'un clavier à l'autre très facilement. Je vais tout vous expliquer ouais, juste après. c'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui a l'air fabuleux avec cet outil, c'est que tu fais plein de choses. Du moins, tu as une interhabilité avec ce matériel qui a l'air fabuleux de par logique, de par d'autres matériels. Tu peux en fait contrôler quasiment tout depuis ce petit clavier. Ouais, c'est exactement ça. C'est un clavier de contrôle. D'ailleurs, il n'est livré avec aucun son, hein. C'est juste le clavier tout seul. Alors, il y a des gens qui râlent en disant ouais, ils auraient pu nous mettre un bundle avec. Je crois que là, pour le coup, Arturia est parti sur l'idée que c'est un clavier qui concerne plein d'usages différents. Donc, du coup, eh bien, pas question de placer leurs produits. Pour le prix, on va pas râler, hein, comme tu as dit, c'est dans une centaine d'euros. Faut pas non plus abuser. C'est, je suppose, du plastique. Bah écoute, le dessous du clavier et les flancs sont en métal, D'accord. donc c'est relativement robuste tout de même. Il n'est pas léger, hein. Je sais plus le poids, mais vous avez les indications sur le site d'Arturia. Et le dessus est en plastique, oui, mais c'est un plastique qui fait vraiment pas cheap, hein. Et les boutons rotatifs sont vraiment durs, enfin, et assez larges, bien espacés, ce qui fait que pour les personnes qui ont des doigts un peu plus épais que les autres, bah, on risque pas de taper dans un autre bouton. Et puis les boutons de commande dont je parlais tout à l'heure là pour manipuler les commandes CC, ils sont vraiment durs aussi, donc si on vient taper dans le bouton, ça ne bouge pas en fait. Il y a de la qualité Des pour fois, toi. oui, moi je le transporte dans une petite housse qui est normalement dédiée, c'est Stag qui fait ça, c'est des petites housses qui sont dédiées au pedalboard, donc c'est vraiment l'idéal pour mettre le clavier, les câbles, la pédale d'expression, et puis pourquoi pas 2-3 autres petits matériels, des jacks si on en a besoin, des choses comme ça. Et puis vient s'ajouter au clavier une petite, c'est Dexaver qui fait ça, donc c'est une petite, vous allez entendre, je vais le poser dessus. Voilà, c'est une petite planche de plastique en fait qui est moulée à la dimension du clavier, qui est vraiment adaptée pour le keystep et qui permet de le protéger, même quand on le transporte, on laisse le petit cache en plastique dessus, ça permet, donc c'est un petit cache transparent, hein, et ça permet d'éviter de casser les boutons par exemple dans le sac, dans la sacoche, voilà. Ah, c'est super pratique ça. Et en plus de la sécurité, ça permet quand on le laisse poser à un endroit ou autre, d'éviter la poussière ou les salissures ou un accident éventuel. Pour terminer la description, il nous reste le clavier bien sûr de 37 touches qui réagissent à la vélocité et à l'aftertouch. Attention, c'est important parce que je vous ai dit le tarif tout à l'heure, des claviers qui réagissent à l'aftertouch à ce tarif-là, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez encore 4 petits boutons qui sont placés au-dessus de l'endroit où on a la modulation et le pitch. Donc je vais les prendre en partant du haut à gauche. Donc on a un bouton qui s'appelle Hold, donc un bouton de maintien, Hold. Ensuite il y a la touche Shift qui va nous servir à déclencher des doubles commandes sur tous les boutons du clavier. Et puis au-dessous on a le bouton Octave Down et Octave Up qui ont une double fonction dont je vous parlerai tout à l'heure. Les rubans, chez Arturia, ils ont pris le parti sur leur clavier, on va dire d'entrée de gamme, de ne pas mettre des molettes, mais de mettre des rubans. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve que ça permet de faire certaines choses qui sont intéressantes. Là, je suis sur un son, vous voyez. Un ruban comme fait Native Instruments, c'est ça, en dessous des molettes? Oui, c'est des touch strips en fait. Voilà, c'est ça, Okay. c'est un peu le même principe. Donc, ils sont un peu plus courts que celui de Native Instruments, mais c'est le même principe. Et vous avez ça pour la modulation ou pour le pitch. Mais vous voyez, ça me permet de faire ça, ce que je peux pas faire ça avec une molette. Un genre de tapping. Molette, voilà, du tapping. Avec la molette, on va avoir ça. Bon, là, dans ce cadre de ce son-là, c'est pas vraiment utile, mais ça peut être utile dans un cadre d'expression voulue, quoi. Ok. Bah super pour cette présentation. Maintenant, un petit mot sur l'usage, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va d'ailleurs préciser un petit mot, hein, pour ceux qui n'ont pas saisi l'information, dans le clavier il n'y a pas de son, hein, c'est un contrôleur.
C'est ça, c'est un contrôleur, donc c'est un clavier muet, comme on appelle ça, hein, qui est fourni sans son, comme je le disais tout à l'heure, mais qui par contre va être une sorte de télécommande extrêmement pratique pour gérer à la fois les stations audio numériques ou aussi, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des synthétiseurs physiques. Alors, les principales fonctions intéressantes de ce clavier, c'est quand même le séquenceur et l'arpégiateur, mais vous allez voir qu'il y a des petites surprises intéressantes, comme par exemple les commandes CC dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, puisque j'en parle maintenant, je vais peut-être commencer par ça, les commandes CC. Alors, donc, j'ai dans Logic attribué en MIDI-Learn les 4 macros du synthétiseur Pigment, qui est un synthétiseur ou Pigment, si on prononce ça à l'anglaise, qui est un synthétiseur de la marque Arturia. Chaque patch de l'instrument propose 4 macros qui permettent de commander différentes fonctionnalités du son. Et donc, en MIDI-Learn, je les ai attribués à mes 4 potards dont je parlais tout à l'heure. Vous allez entendre les modifications des control change que j'ai attribués, c'est-à-dire les macros dans Pigment. Là, j'ai bougé le premier potentiomètre. Je vais passer au deuxième. Et on travaille sur l'attaque du son. Troisième. Et puis, quatrième, on va travailler sur la reverb. Et évidemment, ça donne de l'inspiration. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lancer une séquence et puis de venir manipuler les 4 boutons de control change. Donc, je vous fais entendre ça tout de suite avec toujours ce même son de Pigment. C'est incroyable, Voilà. Ce son, il est incroyable. Et la modulation que tu fais en temps réel, elle est d'une... j'ai envie de dire le mot naturel, même si ça veut strictement rien dire, parce que voilà, il n'y a pas de naturel, mais quand on l'entend comme ça, il n'y a pas de saut, hein, comme on pourrait s'y attendre, comme on pourrait penser dans certains cas. C'est vraiment très... très coulé, et je suppose que ça réagit bien en plus, les potards, quand tu tournes, il va bien capter d'un coup si tu vas faire une accélération ou autre, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais, exactement. Alors par contre, il n'y a pas de saut, ça dépend comment est réglé le clavier, ça c'est pas accessible. Il y a le MIDI Control Center chez Arturia qui permet de définir les différents comportements, la vélocité, enfin tout ça des boutons. Sauf que ça c'est pas accessible. Après, rien ne vous empêche, avec l'aide d'un ami, de faire un réglage et d'utiliser ce réglage-là de manière systématique. De toute façon, c'est pas des choses qu'on s'amuse à changer tous les 4 matins, hein, donc voilà. Ouais. Et puis dans tous les cas, il est possible d'enregistrer des sortes de templates dans le MIDI Control Center, et puis après, quand vous avez besoin de switcher d'une config à l'autre, vous demandez, quand vous avez quelqu'un qui passe chez vous, tiens, est-ce que tu peux me le régler? Ou si vous êtes en live, vous avez toujours quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider, hein, donc ça prend 2 secondes. Hein. D'accord, mais toi, t'as fait un set, t'as fait un paramétrage et tu le touches plus. Alors, il y a certaines choses que j'ai modifiées, mais très peu finalement, parce que le paramétrage d'usine m'allait complètement. Alors maintenant, je vais vous parler de la combinaison de la touche Shift avec les notes du clavier. Alors, les 16 premières notes, c'est-à-dire de Do du bas du clavier au Mi bémol du milieu, eh bien, je vais avoir le choix du canal MIDI. Ça, c'est hyper pratique parce que si vous avez plusieurs synthés qui sont connectés à votre keystep, vous réglez par exemple le synthé A sur le canal 1, le synthé B sur le canal 2 et ainsi de suite. Wow. Et comme ça, vous pouvez switcher d'un synthé à l'autre en 2-2 quoi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un logiciel. Voilà, ça se fait très intuitivement. En termes d'accessibilité, c'est une dinguerie ça, ce que tu es en train de dire. C'est clair que là, on peut difficilement faire mieux. Ah ouais, j'allais dire là, il n'y a pas de menu, il n'y a rien de tout ça. En fait, tu t'appuies, ça marche. Enfin, c'est une folie ça. Voilà, exactement. Alors maintenant, je vais vous faire entendre le gate, c'est-à-dire les 5 touches qui suivent les 16 premières notes. Donc voilà ma séquence jouée naturellement. Vous entendez que les notes, elles sont tenues. Hein, et là, je vais venir choisir avec ma touche Shift.
ça se règle très bien, très facilement. La suite des touches propose de régler le swing. Donc même séquence. Oui, c'est progressif, hein. À chaque fois que ça accélère, le swing, je sais que je change de note. Et voilà, je suis revenu sur mon swing normal. La touche qui suit les 11 touches de swing va vous permettre d'alterner entre poly et mono. Si votre séquence est polyphonique, ça va basculer en mono et ça fera entendre uniquement les notes graves. La touche suivante, donc on est sur le sol aigu du clavier, ça peut vous repérer, le dernier sol avant d'arriver à la fin, et bien ce sol-là va vous permettre, lorsque vous êtes en enregistrement, de passer en overdub, c'est-à-dire que vous avez votre séquence qui joue, et puis vous allez pouvoir enregistrer par-dessus, je vous montrerai tout à l'heure. Alors pour les 5 dernières notes, on part du sol dièse, avec Shift, on va avoir la combinaison des deux touches pour changer de gamme, de forcer le clavier à passer dans une gamme précise. Par exemple, là, mon clavier, il est réglé en chromatique. D'accord ? Si je veux, par exemple, faire en sorte, pour ne pas faire d'erreur, ne pas faire de faute, le passer en mode majeur uniquement. C'est-à-dire que j'aurais pu cette note chromatique, mais voilà, là vous n'avez rien entendu, mais j'ai changé. Là, je suis passé en mode majeur, et quand vous écoutez les notes, ça donne... Oh, à chaque fois que je vais jouer... Ben voilà, c'est ça, à chaque fois que je vais vouloir jouer ma gamme, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors en plus, je peux régler si je veux que ce soit une gamme de Do majeur, Ré majeur, Mi majeur. Donc ce que je fais, c'est que je rappuie sur Shift, ma touche La, je maintiens mon La et je vais appuyer sur mon Do, grave. Et là, du coup, écoutez. Et si je vais faire un Do dièse, là j'ai fait la gamme chromatique, vous avez entendu mes doigts, et pour autant, je n'ai pas joué aucune des notes chromatiques, puisque je n'ai joué que les notes de la gamme de Do majeur. Alors c'est intéressant si vous mettez ça par exemple en mode séquence maintenant. En mode séquence, c'est très pratique lorsque l'on force les gammes, puisque vous allez voir ce que ça donne. Je vous fais entendre ma séquence d'origine. Donc ma séquence d'origine, c'est celle-ci. Voilà, donc je suis en Do mineur. D'accord, ok. Là, je vais forcer mon clavier en Do majeur. Voilà ce que ça donne. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, hein, d'accord ? Et puis je vais la forcer, mais je vais la forcer en Ré majeur, tiens maintenant, pour que vous entendiez la différence. Donc je Shift, ma touche là, et je choisis Ré. Vous voyez, c'est complètement différent. Et pour autant, c'est exactement la même séquence que celle que j'avais fait entendre au tout début. Je rebondis sur ce que tu disais, quand tu dis ça plaît ou ça plaît pas, on n'est même pas sur une question de plaire ou pas, on est sur une question de si on a besoin, on peut le faire, et d'une facilité déconcertante. Alors pour terminer sur les gammes, on peut forcer le clavier à jouer une gamme user, c'est-à-dire une gamme que nous on choisit. Moi j'ai choisi la gamme par ton, donc je vais venir appuyer sur mon Shift, le Do aigu du clavier, et puis ensuite je vais choisir les notes du clavier, voilà, je choisis toutes mes notes, et maintenant lorsque je vais jouer, regardez, j'ai mes notes de la gamme par ton, par exemple, c'est la gamme que j'ai choisie, on peut en choisir plein d'autres, évidemment, des gammes, je sais pas, lydiennes, des modes anciens, enfin voilà, vous avez tout l'embarras du choix, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Alors, expliquons maintenant le mode accord. Vous avez le petit bouton corde sur lequel vous allez venir appuyer, vous le maintenez appuyé, puis vous allez venir jouer vos notes sur le clavier. Voilà, ensuite je lâche le bouton corde. D'accord, donc là, une seule touche me permet de jouer tout l'accord. C'est intéressant, sauf que quand je suis en mode chromatique, ça me transpose mon accord et tonalement c'est pas super. Que si je passe en mode majeur comme j'étais tout à l'heure, ou même pas, tiens, je vais passer en mode mineur. Voilà, je suis en Do mineur. Donc vous voyez, il m'a joué mon accord en Do mineur, alors qu'il était en Do majeur. Et puis regardez ce qui se passe quand je vais jouer sur... Et là, j'ai tout de suite un contexte harmonique très intéressant. Alors une autre fonctionnalité du mode accord, c'est d'utiliser les autres boutons qui se trouvent après le bouton corde, les 4 boutons. Alors j'en ai un qui va me permettre de
changer d'accord. Là, je suis en octave, en quinte. Alors, c'est pas joli, mais je vais le prendre plus haut. Là, ça s'appelle sus4, c'est la carte qui est rajoutée. Mineur. Donc ça, ce sont des accords qui sont tout simplement proposés par Arturia. Vu que de toute façon, on peut créer son propre accord user, on s'en sert si on en a besoin, sinon on se crée notre propre accord, bien sûr. Moi, je vais revenir sur mon accord que j'ai créé tout à l'heure, donc c'est facile. C'est le premier. Il est là. Une autre fonctionnalité dans le mode accord va me permettre d'étendre mon accord. Alors là, j'ai choisi un son de Logic, un marimba de Logic, vous allez voir, c'est très joli. Donc là, j'ai mon son, j'ai 3 notes, un accord de Do majeur, et puis je vais élargir mon accord, vous entendez? Là, je suis au maximum, et puis je vais choisir avec le bouton suivant la vélocité. La vélocité, elle va me permettre, selon si je joue fort, eh bien, ça étend l'accord. D'accord? Voilà. Et puis, pour terminer, une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est une fonctionnalité de strumming. Regardez. Oh, ça c'est joli. Je choisis le tempo. Et, si je veux, en partant du haut. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa ton truc. Et si je lançais une séquence maintenant? Là, je change les accords. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le séquenceur. Alors, j'ai deux possibilités d'enregistrer en mode pas à pas. C'est-à-dire que je viens appuyer sur Rec, et puis ensuite, je joue les touches. Stop, et là j'écoute. Et là vous me dites, il y a un problème. Mais il y a un problème, Olive. Mais voilà, exactement, il y a un problème. Et en fait, ce problème, il est que mon réglage de swing, il est mal mis. Donc je vais tout simplement venir le régler correctement. Pour remettre le réglage de swing en normal, je vais venir appuyer sur Shift et jouer la note La du milieu du clavier. Et là, maintenant... Oh la vache. Eh bien, j'ai tout simplement combiné, comme je l'avais déjà fait un petit peu tout à l'heure, le mode accord avec le séquenceur. Alors, vous avez vu que pour enregistrer la séquence, c'est relativement facile, en pas à pas, comme ça. Mais je peux, pourquoi pas, ensuite fonctionner en mode overdub, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais venir jouer par-dessus ma séquence et enregistrer ce que je joue en temps réel. Pour cela, je vais placer le clavier en mode overdub en utilisant la touche Shift et le sol aigu du clavier. Lorsque vous décidez d'enregistrer une deuxième séquence, elle va venir écraser la précédente. Donc soyez vigilants. Rec, on va faire une petite séquence polyphonique pour tester l'overdub. Voilà, très courte. Hein.
voyez, en temps réel. Voilà, donc là vous avez pu entendre la superposition des différents éléments que je jouais au clavier les uns après les autres. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 pas, donc ça fait une séquence relativement longue, hein, puisque là j'ai une note par pas. Et vous allez me dire, oui d'accord, mais si jamais je veux mettre des silences, eh bien c'est très pratique pour enregistrer une séquence avec des silences, puisque tout simplement j'utilise le bouton tap dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de régler le tempo en tapant dessus. Eh bien il a cette fonctionnalité là de permettre d'ajouter des silences. Je vais faire par exemple une séquence très simple que je vais enregistrer par-dessus, je vais effacer ce que je viens de faire, en utilisant les silences. Et voilà ce que ça donne quand je la joue. Ils ont vraiment pensé à tout en fait. Et oui, c'est très pratique, et si je fais 2 fois tap, et bien du coup ça va me faire un silence 2 fois plus long. En fait, de la longueur d'un pas, tout simplement. Vous allez me dire, est-il possible de jouer par-dessus la séquence? Évidemment qu'on peut le faire, il suffit de placer le clavier dans un mode qui s'appelle Keyboard Play. Donc je fais Shift et le bouton Octave Up, et ensuite je joue ma séquence. Alors si je veux repasser en mode de transposition de séquence, je fais Shift et octave bas, et là pour le coup, normalement, je peux transposer ma séquence, vous voyez, sur toutes les notes du clavier. Parlons maintenant de l'arpégiateur. Alors pour le déclencher, on va venir appuyer sur la touche Play. On va jouer 3 notes. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut régler le sens des arpèges. Celui-là est intéressant puisqu'il propose des modifications de pattern à chaque fois que le pattern recommence. Et celui-ci est un mode qui joue avec la vélocité. Évidemment, je peux changer le tempo de mon arpège, je peux vous faire entendre par exemple. Alors là, vous voyez, je switch avec le deuxième potentiomètre, mais je peux aussi... Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais ralentir un peu le tempo. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le nombre d'octaves qui permet d'étendre l'arpège. Hein. Donc je vous le refais entendre. Alors comment je fais? Eh bien, j'utilise la touche Shift en combinaison avec les touches octave plus et octave moins. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré la combinaison avec les accords, avec le séquenceur. Ben, je vais vous le montrer maintenant avec l'arpège. Allons-y. Je vais venir choisir un arpège simple. Alors, c'est pas très joli parce que je commence avec un accord majeur, là, ce qui est pas très beau. Donc je vais venir enregistrer un accord qui correspond à l'arpège. Ce sera plus simple, vous voyez. Comme ça, vous voyez en direct les petites erreurs qu'on peut faire et comment on peut faire pour les corriger. Donc, allons-y.
Alors évidemment, je suis en totale improvisation, donc il y a des choses que je fais qui sont un petit peu moins, on va dire, un petit peu osées. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça vous permet de, on va dire, prendre la mesure de toutes les possibilités que l'on peut faire avec l'appareil, et tout ça en temps réel finalement, et sans avoir le problème de l'accessibilité. Le clavier propose des solutions aussi pour les musiciens qui sont non pianistes, notamment par exemple lorsqu'on force les gammes, donc ça c'est vraiment très pratique. Si on n'a pas beaucoup de notions de théorie musicale, eh bien on peut jouer sans faire de fausses notes, donc très utile. L'accès aux séquences est hyper simple, vraiment très très simple, donc du coup ça veut dire que quelqu'un qui est non pianiste là aussi peut prendre le temps d'enregistrer sa séquence, voilà, notamment quand en étant pas à pas, donc ça c'est vraiment un atout indéniable, et je pense que ce clavier s'adresse évidemment aux musiciens professionnels, pourquoi pas, pour pouvoir faire des choses comme ce que j'ai fait à la fin là, avec les accords que je serais bien incapable de jouer physiquement avec mes mains, mais aussi il s'adresse à des pianistes ou des musiciens qui ne seraient pas forcément pianistes et qui sont plutôt néophytes, on va dire, même dans le domaine de la musique, et qui leur permettent d'obtenir un résultat sonore très intéressant avec finalement peu de moyens, on va dire, musicaux, quoi. Alors maintenant, j'ai deux pistes instruments de pigments de chargé, une sur le canal MIDI 1 et une sur le canal MIDI 2. Donc voilà, je vous fais entendre la piste 1. Ok, je vais passer sur la piste 2 maintenant. Ok, donc je peux switcher d'une piste à l'autre avec mon clavier. Intéressant, hein? Au moins jusqu'à 16 pistes, puisque j'ai 16 possibilités de canaux MIDI. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir jouer les deux pistes en même temps, avec la séquence sur la piste 1. Donc je vous la fais entendre, la séquence, elle est ici. Et de jouer la deuxième piste. Alors ce que je vous montre là, c'est intéressant dans Logic. Si j'ai deux synthés de branchés sur mon keystep, ben, je vais pouvoir faire jouer une séquence par un des synthés, et ensuite switcher sur le deuxième synthé et improviser par-dessus. Oh, ça c'est malade! La possibilité de passer en multicanal MIDI comme ça pour jouer plusieurs machines, eh bien, elle s'obtient en combinant la touche Shift et la touche Octave Up. Donc là, lorsque j'appuie sur les deux touches en même temps, eh bien, ça me change le canal MIDI du keyboard play. Vous savez, keyboard play, c'est ce qui me permettait de jouer par-dessus ma séquence tout à l'heure sur le même son. Alors là, avec la combinaison avec Octave Up, forcément, je peux switcher, mais d'une machine à l'autre. Il y a des petites choses que je n'ai pas forcément précisées. Par exemple, au niveau de l'arpège, on peut aller jusqu'à 32 notes, donc c'est beaucoup, hein, 32 notes. Et pour la séquence, on peut enregistrer jusqu'à 8 voix de polyphonie. Donc c'est pareil, hein, ça commence à faire une jolie séquence. Hein. Ah, c'est vraiment pas mal. J'ai déjà la possibilité de mapper 16 MIDI learn, puisque j'ai 4 banques pour 4 potentiomètres, et en fait, lorsque je suis en mode CC, eh bien, je vais switcher avec la touche Shift, c'est-à-dire que je vais faire Shift, accord, et hop, je change de banque de CC. Donc déjà, ça veut dire 16 fonctionnalités possibles. Alors, lorsqu'on utilise les synthés hardware, en général, on a dans le manuel les MIDI CC qui sont accordés aux différentes fonctions, le filtre, voilà. Donc là, par contre, il vous faudra l'aide d'une personne voyante, puisque comme je le disais tout à l'heure, le MIDI Control Center ne l'est pas accessible. Moi, le MIDI Learn, je le trouve très pratique parce que, en fait, il est accessible pour nous dans Logic Pro, et donc,
bah, par le fait, on va pouvoir attribuer 16 possibilités nous-mêmes. Mais il y a le MIDI Control Center qui vous permet, et là encore, sous forme de template, d'installer un template pour un synthé, puis ensuite d'en installer un autre. Alors, je réponds peut-être à la question parce que ça, je pense qu'Olive, tu le sais pas, mais la sauvegarde des informations MIDI se fait dans les points plistes de Logic. Contrairement, je pense, au logiciel d'Arturia où là, je suppose, hein, c'est facile de se faire passer les templates et d'en charger un ou l'autre. Bah oui, c'est vrai, c'est facile quand on voit. Deux questions. Concrètement, le petit écran, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il apporte de plus que ce que toi tu es en mesure de faire? Et deuxième point, qu'est-ce que concrètement tu ne peux pas faire avec le clavier? Alors, par exemple, je peux pas mapper moi-même les MIDI CC parce qu'on peut le faire du clavier. Bah justement, là, l'écran est utile. On peut choisir quel MIDI CC envoie sans avoir besoin de brancher le clavier à l'ordinateur. Évidemment, avec l'ordinateur, c'est des fois plus rapide, je pense, mais ils ont proposé les deux solutions. Bon, bah ça, je peux pas le faire. Je peux pas savoir à quel tempo je joue. Puisque ben, c'est pareil, c'est l'écran qui me le donne. Donc oui, voilà à quoi sert l'écran en fait. Hein. Hormis ces fonctions-là, non, je vois pas trop ce que je peux pas faire, puisque après tout le reste, c'est uniquement de la combinaison de shift avec les différentes touches du clavier ou avec les boutons du clavier. Enfin, j'ai pas tout expliqué parce que voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il y a plein de choses très pratiques. Par exemple, si vous voulez jouer la séquence 1 puis ensuite la séquence 4, vous allez sur Shift et puis vous tournez le bouton et comme ça vous joue pas les séquences intermédiaires. Puis quand vous lâchez Shift, hop, ça démarre la séquence 4 par exemple. Ah oui, oui, oui. Écoutez les amis, on espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en section commentaires. Si vous avez également des questions, hein, qu'on n'a peut-être pas pu tout aborder et c'est normal. N'hésitez pas, Olivier checkera les commentaires et pourra, s'il le peut, vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager les vidéos, le contenu, à vous abonner à la chaîne. Un petit mot pour la fin ? Bah, c'était un plaisir, comme d'habitude, de partager ce moment avec toi. Et puis, bah oui, n'hésitez pas, posez les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. Excellent. Merci encore, mon Olive. Merci à tous et bonne continuation. Salut! À bientôt!